Chers téléspectateurs, bonsoir et surtout bonne année 2015. Heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Weekend Foot. Évidemment, on va parler, pour Weekend Foot, il n'y a pas de jour férié, donc on va aborder cette émission où on parlera du Mouloudia d'Alger, qui reste à la dernière place du classement de Ligue 1 Mobilis. On évoquera aussi, on fera une petite analyse sur la phase allée du championnat national et on évoquera aussi le coup d'envoi du stage de l'équipe nationale prévu demain au CTN de Sidi Moussa. Pour m'accompagner dans cette première émission de 2015, j'aurai le plaisir d'avoir à nos côtés Malik Asla, gardien de but du CR Belouizdad. Merci Malik, salam alaikum et bonsoir. Bonsoir, bonne année, je vous remercie pour cette invitation. Je souhaite une bonne année pour tous les téléspectateurs et les téléspectatrices. Et merci pour cette invitation. Malik, vous pouvez élever la voix donc. Merci Malik. On a à nos côtés aussi Nabil Mjahad, notre illustre entraîneur aussi, qui nous accompagne pour la deuxième fois. Merci Nabil de répondre à notre invitation. Bonsoir à tous, je souhaite une excellente année à tous les Algériens et beaucoup de bonheur et de réussite. Aussi, c'est une première, Tarek Bouchiri, c'est le journaliste du buteur, spécialisé justement dans les affaires du Mouloudia d'Alger, qui va nous filer quelques tuyaux justement sur ce qui se passe au Mouloudia d'Alger. Tarek, bonsoir et merci d'avoir répondu. D'abord, je voudrais présenter mes meilleurs vœux pour nos chers téléspectateurs. Et pour les supporters du Mouloudia qui vivent très mal cette situation ici, cette situation de crise. Pour tous les téléspectateurs et pour tous les supporters de tous les clubs algériens. Oui. Oui, je parle du Mouloudia parce que je m'occupe du Mouloudia d'Alger et tout. Je sais que les supporters ils vivent dans le stress, cette période difficile. Parce que... On va en parler, Tarek, on va en parler tout à l'heure. Et on a aussi, comme chaque jeudi soir, Moumen Aït Kassé, notre consultant. Moumen, merci encore une fois de répondre présent. Bonsoir Saïd, bonsoir chers téléspectateurs. Je profite de cette occasion pour souhaiter à tous une bonne et heureuse année, Inch'Allah. Inch'Allah. Donc pour entamer cette année 2015, qu'on espère qu'elle sera garnie de succès pour que ce soit l'équipe nationale et pour tous les sportifs algériens, on va débuter justement par le Mouloudia d'Alger qui encore une fois a perdu mardi dernier lors de la 15e journée du championnat de Ligue 1 Mobilis. Une défaite qui entraîne le club vers la crise, disons, ça devient encore plus compliqué. On vous laisse avec ce vétéran et on revient pour le débat. Le Mouloudia d'Alger aura été le club qui a polarisé le plus l'actualité footballistique nationale durant toute la phase allée. Non pas parce qu'il a survolé le championnat national tel qu'on le pensait à l'intersaison lorsqu'on nous annonçait toute une ribambelle de stars à recruter, un entraîneur de renom, une politique ambitieuse visant à faire table rase des titres mis en jeu à court terme. Pour ce faire, pas moins de 17 joueurs ont été renvoyés à l'intersaison. En parallèle, 17 joueurs ont été recrutés sur le volet. Boualem Charef a eu carte blanche. Il a pris les meilleurs joueurs et monté une équipe censée, du moins sur le papier, écraser tout sur son passage. Le renouveau du MCA a commencé. Moins de 6 mois après, le résultat est piteux, catastrophique. Ainsi pourrait-on user de toutes sortes d'adjectifs peu flatteurs pour qualifier le parcours du Mouloudia. Bon dernier du classement au lendemain de la phase allée. Avec seulement 11 points de récoltés, le vieux club algérois est plus que jamais relégable. Thérapie de groupe, travail pédagogique, remise en confiance, descente punitive, menace. On aura tout tenté pour remettre cette équipe sur rail. Rien n'y fait. Même le départ de Boualem Charef, que certains ont accusé d'avoir plombé le départ de l'équipe, n'aura pas été salutaire. Le club a, comme à chaque fois, mis les gros moyens pour redresser la barre, en nommant un entraîneur avec un CV long comme le bras. Arthur Georges est arrivé en grande pompe. À l'arrivée, le Portugais n'a pas fait mieux que ses prédécesseurs. En 4 matchs, l'ancien entraîneur du PSG compte une élimination en Coupe d'Algérie et 2 nuls. Avec déjà un pied en Ligue 2, le Mouloudia devra effectuer un parcours de champion au retour pour espérer se maintenir. Soit une moisson de pas moins de 27 points pour se maintenir. Ce qui équivaut au parcours du MOB champion d'automne. Ça va être chaud.
La première question va à Tarek, justement. Vous connaissez mieux que nous la maison mouloudéenne. Personnellement, et tous les supporters du Mouloudia d'Alger se souviennent qu'à l'intersaison, vous-même et tous les journalistes qui couvraient le Mouloudia, vous avez dit que cette saison, le Mouloudia va carburer, surtout qu'elle restait sur une victoire en Coupe d'Algérie la saison dernière et aussi une victoire en Supercoupe face à l'USMA d'Alger. On disait tous que le Mouloudia allait frapper fort cette saison et finalement, plouf. Ce n'était qu'un feu de paille. Voilà. Parce que pour comprendre la crise du Mouloudia, il faut revenir quelques mois en arrière. Le Mouloudia, sans problème, la saison passée, ils ont gagné la Coupe d'Algérie. Les supporters... Est-ce que c'est un problème de gagner la Coupe? Non, déjà la Coupe, ce n'est pas un objectif. Le problème du Mouloudia, on reprochait à cette équipe de ne pas produire du beau jeu. Au Mouloudia, on veut gagner et produire du beau jeu. Le Mouloudia parvenait à gagner, mais c'était de manière poussive. On a cherché à changer cette équipe. C'était une métamorphose. On a voulu renvoyer 16 joueurs. On l'a fait. Parce que le Mouloudia, il y a deux axes. Erreur de casting, erreur de stratégie, qui ont poussé le Mouloudia dans ce problème-là. Erreur de casting, on choisit un mauvais entraîneur. On a dit que vous dites clairement que Boualem Cherif est mauvais. On a toujours dit que Boualem Cherif, ce n'est pas l'homme de la situation. Ce n'est pas un homme qui communique avec la presse. Ce n'est pas un homme qui communique avec les supporters. Et ce n'est pas un homme qui communique avec les joueurs. Les joueurs. Vous dites bien, pendant 2 mois, il ne s'est pas rendu compte que la personne centrale ne communiquait pas. En l'occurrence, Access et Berchiche qui occupent l'axe central qui ne se parle pas, ni sur le terrain, ni en dehors du terrain. Ce n'est pas normal. Boualem Cherif ne communique pas avec ses joueurs. Maintenant, je ne remets pas en cause ses qualités d'entraîneur. C'est ses qualités de gestion. De gestion de groupe. Il y avait un problème, une cassure au niveau du groupe. C'est ça. Il renvoie ses joueurs, et pas les moindres. Bouguesh, Metref, Boucheret, Djerbala qui fait le bonheur du CSC. Comment la direction a pu justement... Voilà. Mais là, le problème, la direction, elle a prôné cette politique d'austérité. Ils ont voulu faire... réduire les salaires. Non, pas réduction de salaire. Ils disent que ces joueurs-là, ils influent négativement sur le vestiaire. Donc, il faut faire du nettoyage. Envoyer 16 joueurs et recruter 16 joueurs. C'est ça. Là, ils font des erreurs de casting. Ils ramènent d'autres joueurs qui ne sont pas à la hauteur. Moi, je dirais que c'est des joueurs surcotés en plus. Parce qu'ils n'ont rien ramené de plus au Mouloudia. Et là, ils attaquent la nouvelle saison. Ils commencent en fanfare, ils gagnent la Supercoupe. C'est l'arbre qui cache la forêt. Voilà. Ça y est, le Mouloudia, elle est lancée. Ils vont tout rafler cette saison. Tout d'un coup, quand la JSK, on se rend compte qu'il y a des gros problèmes au sein du vestiaire. Il y avait une cassure. Cherif ne communique plus avec ses joueurs. Il n'a plus la maîtrise du vestiaire. Et les dirigeants, qu'est-ce qu'ils font? Ils continuent, ils persistent. Ils signent. Mais Cherif a été débarqué ensuite. Je vais vous donner un petit indice. La saison passée, le Mouloudia, son problème, c'était le problème d'attaque. Tout le monde savait qu'ils avaient des attaquants qui ne marquaient pas. Je vais vous dire. Cette saison, la défense du Mouloudia, elle a encaissé 22 buts. C'est la plus mauvaise. L'année passée, elle a encaissé 22 buts toute la saison. C'était la meilleure défense en championnat. Pourquoi Cherif, il casse cette défense-là? Il aurait dû axer son énergie sur la... Bachiri qui est encore blessé. Bachiri, Djerbala qui a été renvoyé, Manu Militari du club. Alors que c'est lui qui l'avait ramené à Al-Harrach. Et contre le CSC, c'est lui qui sort un gros match. Et c'est les joueurs contre l'Herba, il y avait 4 joueurs du Mouloudia qui sont partis par la petite porte, qui ont sorti un gros match. Donc, ils ont cassé cette défense. Ils avaient un bon milieu, ils l'ont cassé. L'attaque, ils n'ont rien fait. Tarek, on va revenir avec vous tout à l'heure, justement. Moi, je vais laisser le technicien parler. Nabil Djahad, justement, il dit, quand on écoute Tarek qui dit qu'il y a eu erreur de casting et qu'il ne fallait pas libérer 16 joueurs. Est-ce que vous êtes d'accord en tant que technicien? Est-ce que ne pensez-vous pas que, justement, le Mouloudia a fait cette erreur de libérer quand même pratiquement tout l'effectif l'année passée qui a remporté quand même la Coupe d'Algérie, c'est classé 4e à l'issue de la saison. Et après, derrière, bon, il faut pas, je ne jette pas la pierre à Boualem Cherif qui était un collègue, mais aujourd'hui, la stabilité qu'il faut prôner au sein d'un effectif est très importante. Et c'est vrai que de changer 16 joueurs, c'est vraiment perturbant au niveau technique et tactique. Donc en tant qu'entraîneur, c'est vrai que il aurait été peut-être plus judicieux de changer 5 à 6 éléments et essayer de travailler avec jusqu'au mercato hivernal et en changer d'autres au mercato hivernal, mais changer un effectif aussi important que 16 joueurs, c'est vraiment très compliqué en sachant que le Mouloudia est une équipe extrêmement populaire qui demande des résultats chaque année et on sait très bien qu'on ne nous donne pas le temps de travailler, il faut le résultat immédiat et la stabilité, il fallait la prôner avec l'effectif de la saison dernière. Justement, Malik, vous avez connu
disons, pareille situation avec la GS Kabylie. Même la GSK s'est séparée de pas mal de ses joueurs alors qu'elle avait fait une bonne saison l'année dernière. En tant que joueur, est-ce qu'on ressent justement cette cassure quand on termine la saison justement comme la GSK à la 2e place, on atteint la finale et après, voilà, on change complètement l'équipe. Est-ce que les joueurs se sentent un petit peu, pas marginalisés, mais comme si il n'y a pas cette marginalisé, on ne peut pas dire marginalisé parce que chaque joueur a sa valeur dans le marché. En plus, ils ont des noms. Je pense que la majorité des joueurs qui ont quitté la GSK et maintenant sont des titulaires indiscutables dans leur club. Mais lorsqu'on touche, on voit le Mouloudia, on parle beaucoup plus du Mouloudia. Mouloudia, lorsqu'on touche une équipe qui a gagné une Coupe d'Algérie, une coupe, lorsqu'il a parlé de le rendement, voilà. On gagne avec un rendement meilleur. Je pense que la coupe, ça se gagne. On ne peut pas mettre une coupe d'Algérie ou n'importe coupe dans le monde comme objectif. Ça vient tour après tour, match après match. Je pense que lorsqu'on touche à un effectif à 16 joueurs, tu changes une équipe, tu risques gros. On voit. Tu peux jouer les premiers rôles ou tu joues la relégation. C'est risqué. Je pense que c'est le Mouloudia avec la pression des supporters. Justement, la pression aussi a fait que... Ils ont des supporters chauvins. Le chauvinisme, ça existe toujours dans les stades algériens. Je pense au Mouloudia, c'est un peu plus. C'est pour ça, en plus des joueurs, des nouveaux joueurs, moi, lorsqu'ils parlent des joueurs qu'ils n'ont rien ramené, je ne suis pas d'accord parce que le Mouloudia, il faut le temps d'adaptation. Même chez AF, on peut pas. Dans des grands clubs, on ne peut pas demander un temps d'adaptation. Chez AF, on ne peut pas parler Attends, on ne peut pas parler. Le travail de chez AF, on ne peut pas le juger parce que. On n'a pas eu le temps. On n'a pas eu le temps. On ne peut pas récolter les résultats dans 2 mois ou 3 mois. Un résultat, quand on voit le Manchester, le Real Madrid, ça se travaille à longue haleine. On ne travaille pas 2 mois à 1 mois. Mais Malek, vous avez joué au Mouloudia. Vous avez débuté au Mouloudia, donc vous connaissez assez bien le contexte Mouloudia. Bien sûr, j'ai dit Mouloudia, c'est Mouloudia. C'est 49 wilayas, Marseille aussi. C'est ça, il faut faire avec. Je pense n'importe joueur, lorsqu'il va signer dans un club, il faut qu'il cherche l'histoire de ce club, qu'est-ce qu'il y a pour s'adapter, pour être prêt, faire face à cette saison. Justement, Mohamed en parle on attaque de partout, disons, à Boualem Cheref, mais avec, il y a eu l'arrivée de... Bon, il y a eu Boualem Cheref qui a assuré l'intérim pendant 4 matchs, mais il y a eu ensuite... Boualem Laroum, voilà. Donc, il y a eu ensuite Arthur Georges, qui, jusque-là, n'a pas encore gagné. Donc, voilà. Donc, est-ce que le problème n'est pas dans les joueurs aussi? Écoutez, je pense qu'on n'a pas donné assez de temps, ou bien le deal qui a été passé avec Boualem Cheref n'a pas été respecté. À mon avis, le problème ne réside pas uniquement au niveau de Boualem Cheref. Boualem Cheref, on lui a donné la carte blanche, on lui a accepté de libérer 17 joueurs et de ramener autant de joueurs au mercato. Il fallait lui donner le temps. Maintenant, lui, on ne peut pas donner le temps à un entraîneur qui peut-être... Non, je suis entièrement d'accord quand on parle beaucoup de défaites aussi. C'est les joueurs qui font l'entraîneur, c'est pas l'entraîneur qui fait. Voilà, c'est l'éternel. Al-Harrach quand même. Voilà, c'est pas la même chose, c'est un club formateur. Voilà, le Mouloudia, on n'attend pas. On n'a pas les mêmes objectifs, ce n'est pas la même dimension de club. On parle d'Al-Harrach, qui est un grand club de l'Algérois, connu pour la formation, ils n'ont pas les mêmes objectifs qu'au Mouloudia. Cheref est arrivé la carte blanche. On lui a dit, vous montez une équipe, et cette équipe, elle a besoin de temps d'adaptation, qu'on le veuille ou pas. On ne peut pas avoir la baguette magique. On répète que le Mouloudia, on ne peut pas donner beaucoup de temps. Regardez, moi, si je vous pose la question autrement, Arthur Georges a eu, l'arrivée d'Arthur Georges a-t-elle eu l'effet escompté? Bien sûr que non. Pour l'instant, Arthur Georges va aussi, je vous le dis maintenant et je prends mes responsabilités, et va dire, donnez-moi du temps. Je ne peux pas faire une grande équipe en 5 semaines. Donc, si on revient à Boualem Cheref, il s'est aussi, lui, mis dans cette situation défavorable en acceptant de prendre un grand club qui s'appelle le Mouloudia, où les attentes sont grandes, où les exigences sont bien donc vous dites, pour résumer, vous dites que Boualem Cheref n'a pas la stature, la carrure pour entraîner un grand club comme le Mouloudia. Je ne dirais pas ça, mais je voulais dire que peut-être qu'il n'était pas encore prêt à diriger un grand club comme le Mouloudia, où les attentes, la pression n'est pas du tout la même. On connaît Boualem Cheref. Boualem Cheref, tout le monde s'attendait à ce qu'il
démission de son poste au bout de 2-3 mois. Pourquoi? Parce que Boualem Chareef, c'est quelqu'un qui a des principes de fonctionnement. Si tu dérages, si tu dégages de sa stratégie ou de sa philosophie de voir les choses, il peut quitter facilement. C'est ce qui s'est passé avec le Mouloudia. Mais la responsabilité incombe aussi aux joueurs qui n'ont pas su adhérer à sa philosophie, ou bien les dirigeants aussi, qui ont une grande part de responsabilité. Moi, je suis entièrement convaincu qu'ils avaient donné la parole à Boualem Chareef d'aller au bout et de monter une équipe, chose qui n'a pas été respectée. À mon avis aussi, la rue dirige encore au Mouloudia. À l'heure du professionnalisme, le Mouloudia d'Alger, au premier jour, au premier match raté, on a lu dans la presse que Chareef était attendu dans le bureau du président pour rendre des comptes. Mais c'est tout à fait normal. Mais Mohamed, avant de parler du sportif, parce qu'il y a avec nous Tara qui va nous éclairer, on dit qu'avec Chareef, encore plus déjà qu'il n'y avait pas les résultats, on dit aussi que, voilà, vous avez dit tout à l'heure qu'il y avait un climat assez macabre, voilà, délétère dans l'équipe. Donc il y avait certains joueurs qui ne s'adressaient pas à la parole, il y avait du favoritisme. On dit que Boualem Chareef favorisait... Voilà. En termes de qualité, il y a de la qualité, il y a des joueurs de talent. Kharaoui, Gourmet, c'est des joueurs qui ont fait leurs preuves. Le problème au Mouloudia, c'est qu'il n'y a pas d'esprit de groupe. Et l'esprit de groupe, il est important. À cela, il est bien placé pour le savoir. Le CRB, ils ont battu le Mouloudia avec l'esprit de groupe, avec la combativité. Ils avaient cette arme, cette niaque, cette volonté de vaincre. Le Mouloudia, ils ne l'ont pas. Avant-hier, ils jouent contre les Herba, un match capital pour le maintien. Il y a tout le monde, sans manquer de respect. Voilà. Il y a des joueurs qui sont démissionnaires sur le terrain. Il n'y a plus cette compatibilité. J'ai dit il y avait erreur de casting. Il y a aussi erreur de stratégie de la part des dirigeants. Je vais vous dire, quand il y a eu le départ de Chareef, quand il y a eu le départ de Chareef, il restait 15 jours pour préparer le derby contre l'USMA. Tout à fait. Au lieu de recruter Menat, qui attendait, qui était prêt pour tenir l'équipe, parce qu'il connaissait le football, il connaît bien le Mouloudia. Il connaît le problème aussi. Qu'est-ce qu'ils font cette erreur de stratégie? Ils attendent 15 jours pour ramener Arthur Georges pendant ce temps. Qui ne connaît rien au Mouloudia. Il faut un temps d'adaptation, il faut connaître l'équipe, il faut connaître le championnat d'Algérie, les joueurs. La même chose. Et le Mouloudia, pendant ce temps, ils perdent le match contre l'USMA, ils perdent le match contre Sétif, ils perdent le match contre l'USMH. C'est énorme. 9 points en attendant de ramener le nouvel entraîneur. C'est vrai. Ça, c'est l'erreur de stratégie. Il y avait Boualem Laron qui assurait quand même. Oui, on ne peut pas reprocher à Boualem Laron qui connaissait. Il a essayé de faire de son mieux. Il a pris un groupe anéanti psychologiquement, ça ne marchait plus. Il nous disait sur le plateau, quand on l'avait invité, que c'était un problème de confiance. Et lui, il a essayé de rétablir déjà un peu d'ordre dans l'équipe. Déjà, le problème entre Rosseyla, Berchiche et Axel, c'est lui qui l'a réglé. Il s'est rendu compte que les deux défenseurs ne se parlaient pas. Et résultat des courses, la défense du Mouloudia, elle a pris 22 buts. Il y a aussi, c'est énorme. Je pense qu'ils ont amplifié les choses parce qu'on peut. Je peux que je parle pas avec mais lorsqu'on joue. Non, ça donne déjà un aperçu sur l'état d'esprit du groupe, c'est ça. C'est très important. Moi, pour rejoindre vos avis, je pense vraiment que la qualité est liée au niveau du recrutement. Il y a des bons joueurs parce que des Karaoui, des Gourmis, pour les avoir confrontés avec le CSC contre Sétif, c'est des très bons joueurs, ils ont de la qualité. Le recrutement, il n'est pas à remettre en cause, il y a de la qualité. Maintenant, il y a eu un changement. Il y a un entraîneur qu'on a ramené. On sait que cet entraîneur prend la stabilité. Il était 5 ans auparavant. Donc après, derrière, on lui signe un contrat de 3 ans. Voilà. Donc ça veut dire que ça veut dire que qui n'ont pas été respectées. Ça veut dire que les dirigeants, quand ils ont fait appel à cet entraîneur, on sait qu'il a besoin de temps pour travailler. On l'a laissé recruter. On ne peut pas lui exiger alors de gagner le titre. Moi, je pense qu'aujourd'hui, malheureusement, c'est la rue qui dirige le Mouloudia d'Alger. Et c'est pas autre chose. Parce que sinon, Boualem Chareef serait ici. Et la phase retour, je suis convaincu qu'il aurait sauvé le Mouloudia aisément. Le connaissant. Maintenant, derrière, les dirigeants ont une part de responsabilité dans le recrutement de Boualem Chareef. Il savait pertinemment qu'il avait besoin de temps et c'est un entraîneur qui a besoin de mettre des bases solides pour pouvoir mettre en marche une équipe. Donc le choix au départ
il est incombé aux dirigeants. Moi, l'erreur que je pourrais incomber à Boualem Sharef, c'est qu'il s'est rendu compte bien après que les dirigeants du Mouloudia ne sont pas ceux d'Al-Harrach. Al-Harrach, on lui a donné tout le temps. Moi, je le dis, voilà, je le dis, je le redis. Même Al-Harrach, les objectifs ne sont pas pareils. Je suis entièrement d'accord, mais monsieur... c'est pas la même Parce que juste pour que je termine. Bien sûr. Al-Harrach, on a fait de Boualem Sharef un grand entraîneur, en lui accordant confiance, à chaque fois, on lui renouvelait confiance. Il faut le dire. C'est vrai que les objectifs n'étaient pas les mêmes, mais Al-Harrach ne quittait jamais le podium facilement. Al-Harrach est allé en finale. Non, Pourquoi? Parce que Boualem Sharaf avait les moyens et la confiance de M. El Aïeb et son bureau. On ne peut pas nier ça. Et il avait aussi le groupe. Le groupe était soudé derrière lui. Tout à fait. Les déclarations. Quand je vois, moi, Haddad, il laisse le staff sportif parce qu'il y a des gens spécialisés dans la gestion. Une gestion marketing, c'est pas le foot. Voilà, c'est vrai, il y a le marketing, mais spécialisé dans le domaine sportif. Lorsqu'on voit un Diri, un Zerdoud, un Hadj Adlan, bien entouré, il est bien protégé, je pense. Les déclarations qu'on va gagner tout avec des joueurs, non, il faut toujours éloigner la pression. Tout à fait. Est-ce que, justement, ma question à Tarek, le parallèle entre Al-Harrach et le Mouloudia. Al-Harrach, Sharaf, il n'avait pas l'obligation de jouer le titre. Non, jamais. Terminer sur le podium, c'est un exploit pour Al-Harrach. Jouer la Ligue des Champions, c'était inattendu, inespéré par les Harrachis. Au Mouloudia, c'est autre chose. C'est comme moi, ici à Everton et à Manchester. C'est ce que j'ai dit. Il est dans l'obligation de gagner le titre. dans le contrat, il a été mentionné de jouer le titre et aller à la phase des poules. La première saison, jouer le titre. Et comment il accepte alors quand vous dites qu'il a besoin de... Il a eu carte blanche, donc c'est lui. Il a façonné l'équipe à sa manière. Mais là, il y a eu un problème. Parce que si on lui exige le titre la première saison, pourquoi on lui signe un contrat de 3 ans? 3 ans, parce que l'objectif du Mouloudia aussi, c'est de gagner la Ligue des Champions aussi, africaine. C'est l'objectif du Mouloudia. Parce que moi, Tarek, pour donner un avis rapide et cohérent, moi, je pense sincèrement que Boualem Sharef, quand on l'a ramené, on a voulu lui faire confiance, sachant que la maison mouloudéenne était minée. C'est-à-dire que c'était vraiment, il y avait un gros problème à gérer en dehors de ça. Maintenant, derrière, il est parti. Aujourd'hui, le changement à la barre technique n'a rien donné. Donc je pense que c'est d'ordre psychologique. Les joueurs, ils ont besoin d'être soutenus psychologiquement. Ils subissent une pression terrible. Je pense qu'ils sont capables de revenir. Maintenant, je pense que c'est surtout dans la tête des joueurs et il va falloir travailler là-dessus. Voilà, j'aurais une question pour Tarek avant de clôturer justement ce débat-là. On dit que le Mouloudia aussi, c'est des problèmes... Voilà, il y a un problème de gestion au Mouloudia, dans le sens où le président ne connaît peut-être pas vraiment le monde du football, sachant que c'est Sonatrach qui réellement dirige. Il a déclaré à maintes reprises, Taleb qu'il gère le club comme une entreprise. Mais il n'y a pas que l'entreprise, il n'y a pas que l'aspect financier. L'argent ne fait pas le bonheur. Il y a aussi l'aspect humain. Le football, c'est autre chose. Il ne suffit pas de signer des chèques et d'avoir des titres. Chelsea, il a fallu attendre 10 ans pour gagner la Ligue des Champions. Il a failli jouer la relégation la première année. C'est ça. Avec Thierry Bilal, avec des joueurs qui connaissent bien l'équipe, avec les enfants du club. Au Mouloudia, on n'a pas ça. Il n'y a pas les enfants du club qui entourent l'équipe. Pourquoi ne pas s'entourer des anciens? On a lu aujourd'hui que il reproche aux anciens de décorner l'image du club parce que chacun tire de son côté et tout. Et Hadj Taleb, il a juré qu'aucun d'eux ne viendra. Mais sincèrement, un président ne peut pas se passer d'anciens joueurs. C'est pas possible. Parce que l'USMA d'Alger aujourd'hui, il y a eu la transition. Ali qui est parti. Haddad est arrivé. Ils ont quand même gardé 5 ans. Voilà, ils ont gardé Neftar, le Mouloudia d'Alger, la compétence existe. Les Bouichnassa, les anciens, les Bachir. Bien sûr, il y a Rafik Saifi, il y a des anciens. Il y a l'Azizi Tarek aussi qui aurait pu apporter énormément par son expérience, bien sûr, et qui aime le club. Et je pense qu'aujourd'hui, un club ne peut pas fonctionner sans ses anciens joueurs. Une dernière question avant de passer à autre chose. Malik, vous avez joué contre le Mouloudia justement. On dit que le Mouloudia manque de confiance. Est-ce que vous avez vraiment ressenti que c'est une équipe qui manque de confiance ou bien qu'elle n'a pas de niveau directement? Moi, j'ai vu une équipe sans âme. Sans âme parce qu'ils étaient abattus. On dirait c'est bon. On a gagné directement. En plus, nous, on n'a pas laissé les espaces. On a joué avec ardeur. On voulait gagner ce match. Et on a fait la différence par la volonté. Ça se voit. Et en tout cas, dernière question.
Qu'est-ce qu'il faut, Mouloudia? On rappelle aux téléspectateurs que Mouloudia va partir en stage demain à Alicante, donc pour un stage pour se refaire une santé en Espagne. Donc, selon vous, qu'est-ce qu'il manque au Mouloudia pour s'en sortir? Déjà, il faut se renforcer devant. Il est impératif de se renforcer devant parce qu'il y a un gros souci devant. On ne marque pas. C'est le problème. Il y a déjà 2 ans, ils avaient ce problème-là. L'année passée, cette année, ils ne l'ont toujours pas réglé. Donc, il faudrait 2 attaquants de pointe et un gros travail sur le plan psychologique. Est-ce qu'on négocie? La défense, c'est 22 buts encaissés. 22 buts. Maintenant, ils ont recruté un défenseur central. Voilà. Il y a un défenseur, le Camerounais Patrick Ngula. Ils vont recruter peut-être Est-ce qu'il y a des noms? Il y a un Brésilien Robinson et il y a un attaquant camerounais incessamment qui sera à Alger pour essayer de régler ce problème. Mais surtout, durant ce stage en Espagne, il y aura un gros travail sur le plan psychologique. Parce qu'ils sont bloqués les joueurs. C'est la même question que j'avais posée à Tarek. Qu'est-ce qu'il faut? Oui, moi je pense qu'il faut prôner, comme dit Tarek, il faut prôner surtout l'aspect psychologique. Parce que la qualité, ils l'ont. Les joueurs se sont révélés la saison dernière avec les différents clubs où ils ont joué. Ils sont venus au Mouloudia. C'est un grand club. C'est un club qui est extrêmement médiatisé. Il faut les préparer sur la pression. Parce que c'est un club qui a énormément de pression sur ses épaules. Les supporters, comme il a dit Malik, sont chauvins. Et il faut les préparer psychologiquement et leur redonner confiance, cette confiance qu'ils avaient avec les clubs avec lesquels ils ont réussi. Messieurs, on termine avec le Mouloudia, mais on va rester dans le même sillage, on va parler du championnat et justement de la valse des entraîneurs qui se poursuit cette saison encore. Donc pas moins de 50 entraîneurs ont été débarqués entre la Ligue 1 et la Ligue 2 Mobilis. Ça reste un nombre assez important, donc on en a parlé de Boualem Cherif et autres. Donc c'est un véritable souci qui gangrène justement le championnat national. On vous laisse avec ce vétéran et on revient. Les clubs algériens des Ligue 1 et 2 ont été fidèles à leur réputation. Mauvais élèves en matière de stabilité, ils ont nommé et dénommé les entraîneurs à Staïké. Les chiffres sont hilarants. Hilar aussi, tenez-vous bien, pas moins de 50 entraîneurs ont défilé durant la phase allée sur les différents bancs de touche des clubs dits professionnels. Rien qu'en Ligue 1, 27 entraîneurs ont défilé dans 11 clubs. En tête des clubs mauvais employeurs, le RCA qui a consommé à lui seul 4 entraîneurs. Viennent juste derrière la GSK, la GS Saoura et le Mouloudia avec 3 entraîneurs chacun. Même constat pour la Ligue 2 où le poste de l'entraîneur est régi par l'humeur des présidents-managers. L'OM Médéa, la GSM Béjaïa, le Kaba de Borj-Boualérij, le MC Saïda et le SM Hadjout ont vu défiler en moyenne 2 entraîneurs en 5 mois. Cela étant dit, instabilité ne rime pas forcément avec chômage, puisqu'au moins 11 entraîneurs ont trouvé du travail dans la foulée de leur limogeage. On citera pêle-mêle Alain Michel, Eidjoudi, Hugo Bros, Gouavec, Mohamed Mikhazni, Nehoubi et Boudjaran. El Hadi Khazar détient le triste record des clubs coachés en 5 mois. Le technicien a débuté la Vasalée avec l'USM Annaba et l'a terminé à l'OM Médéa. Entre-temps, il avait succédé à Alain Michel à la GS Saoura avant d'être limogé pour insuffisance de résultats 7 journées après. Mais cette instabilité récurrente n'est heureusement pas la propre de tous les clubs algériens. 9 sur 32 sont restés fidèles aux mêmes entraîneurs. C'est le cas par exemple de l'Entente des Sétifs qui a maintenu Kherdin Madoui à l'intersaison en dépit de son inexpérience et surtout d'un parcours mitigé en championnat. De même pour l'USMA qui a eu la bonne idée de continuer avec Hubert Velud malgré une série de 5 défaites à l'automne. La valse et 2 entraîneurs devraient se poursuivre à la reprise. Le MC La Elma qui est en difficulté depuis l'arrivée de Asdine et Djoudi s'apprête à accueillir son 3e entraîneur. Et ce ne sera pas le seul. Alors 50, stop ou encore? Stop ou encore? On a un entraîneur avec nous qui va en parler justement, Nabil. 50 entraîneurs débarqués seulement à l'issue de la phase aller, donc c'est beaucoup.
C'est faramineux, tout simplement. Il y a 16 clubs en Ligue 1 et 16 clubs en Ligue 2. Vous additionnez les deux, ça fait 32. Et vous changez 5 entraîneurs. Il y a 9 clubs entre la Ligue 1 et la Ligue 2 qui n'ont pas changé d'entraîneur. C'est tout simplement aberrant. Moi, je trouve qu'on devrait imposer une loi vraiment stricte à imposer au président de changer une seule fois d'entraîneur durant la saison, parce que ça prend ni l'évolution du football, parce que le joueur est à chaque fois perturbé, il travaille avec un entraîneur qui travaille différemment. C'est une loi qui a été appliquée il y a 2 ans de cela, mais qui n'a pas tenu... Elle a été peut-être votée, mais appliquée. Attends, juste une seconde, elle a été peut-être obligée, c'est-à-dire elle ciblée pour obliger les entraîneurs à ne pas dépasser le nombre de clubs, c'est-à-dire 2 clubs par saison. Mais pas pour les présidents. Maintenant, je veux bien l'idée de Nabil, c'est d'imposer au président d'arrêter avec ces limogeages. Un entraîneur qui est notre ami, Adir Zar, qui en 5 mois a occupé quand même 3 clubs, c'est quand même en 5 mois, c'est beaucoup aussi. Donc, la part de responsabilité aussi revient aussi aux entraîneurs aussi. Non, après c'est une question d'état d'esprit. Écoutez, moi j'ai l'état d'esprit, travailler avec un club et après c'est terminé. Alhamdoulilah, durant toutes les saisons que j'ai pu faire en Algérie, j'ai travaillé avec un seul club. Maintenant, s'il y a des entraîneurs qui estiment que le football, il y a assez de marasme pour changer de club tous les mois, c'est leur problème. Mais pour moi, un technicien travaille avec un club, voire 2, s'il y a une certaine stabilité, mais à travailler avec 3-4 clubs, c'est du n'importe quoi. Un entraîneur comme Bouarata, je me rappelle qu'il avait une devise, il avait un principe. Voilà, un principe, un club. Jamais suivi par ses collègues, on le sait, il y a des entraîneurs qui, comme c'est cité dans le VTR, qui occupe 3-4 postes. Sinon, il n'y aurait pas cette vague. Voilà, c'est pas normal, mais c'est au président aussi. Les entraîneurs cautionnent aussi, il faut le dire clairement, il y a des entraîneurs qui cautionnent. Notre ami Azdel Ajoudi ne va pas nous en vouloir, mais il a été débarqué du NED. Le lendemain, il signe au MC L'Allemagne. Donc, à un moment donné, peut-être on le comprend aussi, mais... Après, on peut te dire, un entraîneur peut te dire aussi, c'est mon gagne-pain. Donc, on ne peut pas tout reprocher à l'entraîneur. Moi, si je veux revenir, c'est au président de club de prôner la stabilité, d'engager des entraîneurs à long terme dans des projets. Je ne connais pas un club algérien qui projette un projet à long terme. On a parlé au Mouloudia, c'est fini. On ne peut pas ne pas parler d'Al-Harrach qui quand même... Par exemple, voilà, il y a Aïch qui a été aussi... Mais attendez, mais je sais, Al-Harrach, c'est clair, ils l'ont prouvé avec Sharif pendant 5 ans. Mais les autres... Un club sur 16, c'est peu. Un club sur 32, c'est peu. Mais Moumen, si je peux t'interrompre, je pense que les responsables incombent aux entraîneurs. Moi le premier, je pense qu'on n'a pas de statut particulier. On n'a pas de statut. Moi, en France, j'étais relié directement à l'UNICATEF, qui est l'Union nationale des syndicats d'entraîneurs professionnels. Vous êtes protégé dans tous les sens. Et ici, on n'a aucun statut. Donc aujourd'hui, nos contrats ne sont pas valables. Ils ne sont pas couverts juridiquement. Et les présidents le savent et ils font ce qu'ils veulent des entraîneurs. C'est ce qui fait que les entraîneurs changent justement aussi, sur l'occasion. Je pense que ça influe énormément. Oui, c'est clair, parce que lorsque vous voyez, Saïd, comme tu viens de le dire, manque de solidarité entre les entraîneurs, il n'y a même pas un collège des entraîneurs, il n'existe pas en Algérie. Je n'ai jamais entendu parler de colloques pour les entraîneurs. Il y avait, je me rappelle, il y a 3-4 ans, de constituer avec notre ami Mustapha Beskiri, qui voulait... C'était un Mornay, Saïd, il n'y avait pas de continuité. Moi, j'ai discuté avec un entraîneur que je ne citerai pas le nom, il m'a dit, écoutez, on a arrêté ça parce que moi, lorsque je parlais de solidarité avec les entraîneurs, on se voyait en milieu de semaine. J'ai eu un match avec un entraîneur adverse. Il ne m'a même pas serré la main. Comment voulez-vous qu'on soit solidaire sur d'autres facteurs et d'autres sujets plus... Voilà, c'est la rivalité entre les entraîneurs. Tout à fait. Malik Aslan, le fait d'avoir plusieurs entraîneurs dans une saison, est-ce que ça déstabilise un petit peu le joueur? Énormément, bien sûr, parce qu'on ne peut pas adhérer à une méthode précise avec un entraîneur. Il passer à une autre. Passer à une autre parce que c'est difficile. Même les joueurs
peut-être il y a un joueur qui communique bien avec un entraîneur, après il arrive un autre, il ne va pas communiquer avec lui, ça va créer la zizanie entre les joueurs et ça va... Mais ça justement, va, au CRB, justement, il y a eu quand même Svenka qui avait débuté la saison et le résultat ne suivait pas. Mais après l'arrivée de Alain Michel, on a senti le déclic rapidement. Donc, est-ce que c'était plus un problème psychologique ou bien... Moi, je pense que le CRB a rénové l'équipe à 95%. C'est une nouvelle équipe. En plus, ils ont ramené des joueurs. Ils voulaient bien faire. Ils voulaient bien faire, mais ils ont ramené des joueurs qui n'avaient pas l'expérience. Parce que même le CRB, ils ont des supporters fervents, qui aiment leur club. Et c'est des chauvins aussi. Tous les supporters d'Algérie sont fervents. Il y a des clubs que c'est pas tous les clubs se valent dans la base des supporters. Bon, Alain Michel, il est venu, il nous a libérés. On sait qu'il est bon, voilà, il sait communiquer, Alain Michel. Il n'est pas trop sévère avec les joueurs, il est ouvert. On parle de communication. Bien sûr, parce que l'entraîneur... C'est pour ça qu'il a fait l'enfer un petit peu au Mouloudia. L'entraîneur, quand il vous laisse libre, ça veut dire que c'est une responsabilité indirectement. Ouais. Parce que on est des adultes, alors je vais vous laisser, tranquille et vous faites votre. Justement, votre en parlant d'Alain Michel, vous l'avez côtoyé au Mouloudia, justement, avec lui, ça marchait assez bien. Oui, on sait que en c'est 2010, voilà. le titre, il a participé grandement parce qu'il a tenu la première partie. Après, il y a eu Bracci qui est venu. Et Michel, Même Bracci, il sait communiquer. C'est deux entraîneurs c'est le spécialiste. C'est un Corse, il sait comment s'y prendre et chaque fois, il gagne des titres avec le Mouloudia. Bon, un Corse, on a eu affaire à un Corse, Ticoli, qui n'a pas vraiment marché. Voilà. Mais Bracci, il sait comment. Et Cavani, ça marche bien aussi, c'est un Corse. Oui, voilà. mais Michel, il communique très bien. Il communique beaucoup avec les médias, il communique avec ses joueurs, il laisse le champ libre et chacun a ses responsabilités. Justement, Tarek, vous parlez bien justement de la communication. On sait qu'un club comme le Mouloudia d'Alger, et ça se fait même en Europe, et Nabil peut en témoigner, le secteur de la communication est très important pour un club comme le Mouloudia, quand on sait que tous les médias parlent du Mouloudia, il y a au moins 2 pages chaque jour dans les journaux algériens. Donc vous pensez réellement que lorsqu'on a un entraîneur qui communique, des dirigeants qui communiquent, ça influe sur... Bien sûr, déjà, ça atténue la crise. S'il y a un entraîneur qui communique, parce que les supporters, ils aimeraient bien parler à cet entraîneur-là, il leur explique ce qui ne marche pas. Or, on dirait qu'il parle à un mur, il n'y a pas d'écho. Voilà. L'entraîneur, il ne communique pas. C'est le club le plus médiatisé d'Algérie et l'entraîneur ne parle pas. Son adjoint non plus. Vous parlez de Boualem Chalef. On sait bien que Boualem Chalef ne parle pas aux médias et tout. Et même Arthur Georges ne... Non, Arthur Georges, il communique avec les médias, avec tout le palmarès qu'il a, et il communique très bien avec les médias. Chalef, c'était son problème de communication. Il ne communique pas avec ses joueurs non plus. Comment voulez-vous qu'un joueur donne le maximum et son entraîneur ne communique pas avec lui? Moi, je me demande. Michel, il communique très bien et on voit le résultat. Les joueurs, ils sont libérés, ils le parlent. Car à cela, il dit, on est libéré psychologiquement. Au Mouloudia, ils étaient crispés sur le terrain. Exactement. Ils avaient peur. Et parce qu'ils devaient appliquer à la lettre les consignes du coach et quand ça ne marchait pas, eh bien, ça partit en vrille. On parlait justement de la confiance à donner justement aux entraîneurs. On peut parler aussi de l'exemple de l'USM Alger, justement. Je me rappelle qu'ils avaient aligné 3 ou 4 contre-performances. 5 contre-performances, c'est affilé. Il avait été décrié à un moment donné, mais la direction de l'USMA a choisi de lui faire confiance et on voit que l'USMA est revenu en force. Bien sûr. Des fois, c'est pas vraiment tout à fait bon de changer. Non, parce que derrière, il ne faut pas oublier que cet entraîneur a gagné le titre avec l'USMA. Donc, il faut être logique. Les dirigeants ne sont pas assez fous pour changer d'entraîneur. Sur le marché, je ne pense pas qu'il y avait des entraîneurs de cette qualité sur le marché. Invincible depuis 23 matchs. Voilà, ils ne sont pas aussi fous, mais la GS Kabylie a changé quand même à Edjoudi, qui a quand même réalisé un parcours exceptionnel avec la GSK. Bon, c'est la même chose pour Edjoudi. Je pense que c'est d'autres considérations peut-être qui l'ont précipité. Voilà, c'est les circonstances. Et je pense que, contrairement à Edjoudi, il n'avait pas entamé la saison. Ils l'ont libéré en fin de saison, au revoir. Alors que Velud, il est en plein exercice. Et aujourd'hui, le fait de l'avoir consolidé dans son poste, les résultats suivent. On peut pas parler d'entraîneur sans parler aussi de Abdelkader Amrani, qui a été désigné au MOB de Béjaïa la saison dernière, alors que le club était à la dernière place. Il a su sauver l'équipe, la maintenir. Et cette année, on voit les résultats de la stabilité. Et le club il a terminé la phase aller
leader, champion d'hiver. Et on félicite justement le club du MOB Béjaïa pour cette place. Donc, c'est une première, pour le MOB de Béjaïa, juste pour revenir sur Amrani. Amrani avait pris l'équipe au moment où tout le monde condamnait le MOB de Béjaïa. Exactement. On avait tous dit que c'était une mission impossible. Il avait une idée, c'est de sauver le club. Et cette année, en lui renouvelant confiance pratiquement avec le même effectif, il réalise de très belles choses. C'est vrai que certains peuvent dire qu'il profite de la mauvaise passe, de l'USMA, du Mouloudia, de la GSK. Mais attendez, le MOB a du mérite. Le MOB de Béjaïa a bien sûr un excellent parcours. Il joue très bien. Et un très bon entraîneur, Amrani. Un très bon entraîneur. Justement, je rebondis. Faut pas oublier ce qu'il a fait à Chlefa. Mais bien sûr, il dit, l'entraîneur, il a réussi, il a la confiance de sa direction. Il y a la stabilité de l'effectif. Exactement. Le MOB, ils ont une stabilité d'effectif. Il y a les automatismes. À l'USMA, ils ont perdu 4 matchs. Mais ils avaient le même effectif. Il y a eu que Djidiat et Gassmi qui sont partis. Ça va revenir. Mouloudia, 16 joueurs qui partent. C'est trop. On ne peut pas avoir d'automatisme parce qu'il faut rebâtir une nouvelle équipe. Donc quand ça ne marche pas, ça ne marche pas. C'est un risque à prendre. C'est comme un coup de poker. Ou ça passe ou ça casse. Au Mouloudia, ça a cassé. Justement, Nabil, est-ce que un président, justement, il se justifie auprès des supporters en éjectant l'entraîneur? C'est clair. Ça a été Mais ça a toujours été le cas. Malheureusement, on est le premier fusible à sauter. Parce que justement, au préalable, j'avais dit, on n'a aucun statut juridique qui nous protège. On n'a même pas d'association en place pour protéger nos droits. Maintenant, ça les protège un certain temps. Parce que les résultats reviennent derrière. Regardez, pour Charef, on le Limoges. Derrière, on ramène... il y a Boualem qui a fait l'intérim. C'était plus un service parce que lui, il était engagé en tant que DTN. Mais après, derrière, Arthur Georges qui est arrivé avec le palmarès qu'il a, bien qu'il n'ait pas été en fonction depuis 2007. C'était son dernier poste à Créteil. Après, derrière, il n'a pas redressé la barre. Maintenant, il a le mercato pour se préparer. Et je sais que les dirigeants l'attendent au tournant. Que ce soit Arthur Georges ou autres, les entraîneurs étrangers, il y en a pas mal en Algérie qui arrivent. Mais alors, selon vous, un entraîneur comme Arthur Georges, au passé glorieux, il ne faut pas l'oublier. Mais est-ce que peut-être un Arthur Georges aurait été plutôt bénéfique en début de saison? Voilà. Justement, en début de saison, oui, travailler avec lui sur, je dirais pas long terme, parce qu'en Algérie, le long terme, ça n'existe pas. Néanmoins, il profitera de la trêve, estivale pour recruter, savoir. Mais là, comme je l'ai dit, un entraîneur local dans des situations pareilles, c'est la solution indiquée. Parce qu'il faut aller très vite au but, il faut sauver l'équipe très rapidement et stopper l'hémorragie. Il connaît le marché, il connaît la mentalité du joueur. C'est ça, on ne peut pas perdre du temps. On ne peut pas aussi oublier Khairden Madoui, un jeune entraîneur qui réussit à et ça me fait plaisir de vous le citer. Parce que c'est un entraîneur local qui a offert la première Coupe d'Afrique à Sétif et je m'en réjouis. Et je voudrais rebondir sur l'idée que tu avais dit tout à l'heure à propos de l'intelligence et des dirigeants et des présidents à garder un entraîneur, à donner confiance, à faire confiance. Et le président Hammal l'a bien fait. Bien sûr. Hammal, au moment où tout le monde décriait Madoui après quelques mauvais résultats en championnat, dû et expliqué, argumenté par le fait que le club était obligé de jouer un match dimanche en Ligue des Champions et aussi le mardi et scinder le groupe en deux pour représenter l'Algérie dignement. Khairden Madoui, il a insisté pour que les SS jouent la Ligue des Champions. Eh bien oui, et il a eu raison. Et il ne faut pas oublier aussi qu'il a été décrié. Mais regardez cette confiance d'un président. Tout vient des dirigeants. Moi, c'est mon avis. Un dirigeant et un président du club doivent être responsables. On ne donne pas carte blanche à un entraîneur. Parce que Moumen, sincèrement, quand on étudie le profil d'un entraîneur, c'est pas seulement son CV, c'est le profil psychologique que l'entraîneur peut avoir vis-à-vis des supporters. Exactement. Est-ce qu'il répond Est-ce qu'il répond au profil de supporter une pression telle que le Mouloudia d'Alger ou la gestion d'un groupe ou soi-disant entre guillemets. Vous parlez bien de parler de gestion de groupe. On parle aussi de Ciccolini qui n'a pas su maîtriser le groupe de la GS Kabylie. Il y a eu des cas d'indiscipline. Son départ était inévitable, même si à la fin il y a eu 2 victoires au bout. Même la GSK, on connaît Mohamed Cherif Hannachi, il n'est pas vraiment très tendre avec ses entraîneurs. C'est un président de caractère. Donc, quand il y a un entraîneur de caractère, il y a des étincelles. Quand il y a un entraîneur comme Bruce dit que Hannachi lui a dicté la composante pour un match de championnat, donc ça en dit long aussi sur
disons, la relation qu'il y a entre un président et un entraîneur. Écoutez, il faut être logique. Il faut être logique dans les résultats. Aujourd'hui, la GSK, ils prennent la piste étrangère chaque année. Le seul entraîneur qui a fait des résultats ces 5 dernières années, c'est un entraîneur local. Donc les présidents de clubs, je ne sais pas pourquoi ils vont chercher ailleurs ce qu'ils ont sous leur nez. Il y a des entraîneurs qui ont de la qualité, à savoir Djamel Menad, pour ne pas le citer, qui était disponible, qu'on aurait pu prendre au Mouloudia d'Alger. Il y a aussi Nordin Sadi qu'on sollicite. Voilà, il y a Nordin Sadi qui a énormément d'expérience, qui a un bras long, qui a un CV long comme mes 2 bras, non pas comme un bras. Est-ce que, Nabil, justement, vous me tendez la perche, est-ce que justement, quand il y a peut-être un entraîneur, vous parlez de Nordin Sadi, vous parlez de Djamel Menad, on sait que c'est des entraîneurs de poigne qui ne se laissent pas faire. Peut-être que les présidents préfèrent justement faire appel à des entraîneurs étrangers pour exercer, disons, une petite pression ou bien pour dicter leur choix. Donc. Sachant qu'ils arrivent en chômeur, hein, parce que ce n'est pas la belle vie. Je vais vous faire une coïncidence. En tant qu'ancien joueur, et Malik me confortera dans mes choix, le joueur indirectement, il aime les entraîneurs à poigne. Parce qu'il sait très bien que c'est pour son bien qu'il le fait. Exactement. Parce qu'un entraîneur en poigne, si c'est communiqué en dehors de l'entraînement, quand il devient un peu plus ami avec, qu'il a des bonnes relations avec le joueur, il peut comprendre qu'il soit sévère à l'entraînement, qu'il soit sévère en dehors de ça. Donc je pense que le joueur a besoin d'avoir un entraîneur en poigne, à condition de bien communiquer en dehors du terrain. Le joueur méditerranéen, un caractère méditerranéen, il faut ça. J'ai discuté avec beaucoup d'entraîneurs, ils disent que le caractère méditerranéen a besoin d'un homme de poigne. C'est ce que disait Roland Courbis, voilà, qui connaît très bien justement les joueurs algériens. Mais justement, est-ce que vous avez senti dans un club dans lequel vous avez évolué, on parle du NED, de Kouba, du Mouloudia avant, même si vous n'avez pas trop joué, la GS Kabylie aussi surtout, est-ce que vous avez senti que l'entraîneur ne maîtrisait pas vraiment son sujet, que c'était plus les dirigeants qui lui faisaient, peut-être l'équipe? Je peux pas me mêler dans des choses pareilles. Est-ce que vous pouvez confirmer, sans citer le club? Confirmer, il y en a beaucoup, même dans des petites catégories, sans citer la catégorie senior, parce que si on parle lorsqu'il y a un entraîneur de caractère, ils ne vont pas le laisser travailler. Même des joueurs, des fois, ils lui mettent le bâton dans les roues pour être limogé. Ça existe. Voilà, ça s'applique aussi pour les joueurs, parce qu'il y a certains joueurs qui ont aussi un caractère. Bien sûr, un caractère trompé, donc on les voit un petit peu poussés vers la porte de sortie. Poussés vers la porte de sortie, on ne peut pas les pousser parce que les supporters savent qu'est-ce qu'il y a. Savent la vérité et en plus on peut pas les pousser par la petite porte, mais chaque joueur a son caractère. Je peux pas vous citer les noms parce qu'il y en a et c'est Dernière question, Tarek. Aujourd'hui, on a lu sur le buteur justement que les choix de Arthur Georges étaient déjà décriés. Donc, est-ce que je pense pas. Est-ce qu'on peut parler de probable départ? Arthur Georges, il a essayé apporter quelques modifications pour changer, parce que l'équipe elle gagne pas, il faut apporter des modifications. Il a tenté un coup, ça n'a pas marché, mais je pense pas qu'on l'a décrié et tout. On lui reproche pas les mauvais résultats. Les mauvais résultats c'était avant, mais maintenant au Mouloudia, il faut une prise de conscience collective, que ce soit au niveau de la direction, le mea culpa, au niveau des joueurs qui ont un ego surdimensionné, je dis bien, donc les mettre de côté et mettre les mains dans la main et essayer de redresser, parce que le Mouloudia est en danger de mort. On a lu qu'à la veille du match face à l'Herba, justement, la séance d'entraînement a été annulée. Il n'y avait pas d'entraînement. Terrain, il est... Est-ce que, justement, ces conditions-là ne favorisent pas, justement, le travail d'un entraîneur? Quand vous avez la veille du match... le rendement. Surtout le rendement. Désolé, maintenant, je peux parler au nom des joueurs. Lorsqu'on parle de niveau, lorsqu'on joue sur le synthétique, on ne peut pas avoir un niveau top. C'est un tout après, voilà. C'est les infrastructures, parce qu'on parle toujours le niveau, mais on ne peut pas élever le niveau sur le synthétique. Je ne comprends pas comment le Mouloudia vise dans 3 ans à soulever sur le toit de l'Afrique, alors qu'elle n'a pas un terrain d'infrastructure. C'est un autre débat, on en parlera. C'est un problème propre à tous les clubs algériens, pas uniquement Mouloudia. Un peu plus pour le Mouloudia qui n'est pas domicilié à il y a quand même 2-3 clubs qui sont mieux lotis que Exactement. Merci, messieurs. On va passer maintenant à l'actualité des pros, des joueurs professionnels qui évoluent à l'étranger. On revient. VTR préparé par notre ami Moumenet Rassi.
Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous commençons notre journal des pros par la probable défection de Mehdi Abid. Toujours incertain de disputer la CAN, Bid se présentera quand même au lieu de regroupement des Verts ce dimanche à Sidi Moussa. Revenu de blessure mais pas encore prêt à 100% physiquement, Abid devrait subir des tests avant d'être fixé sur sa participation avec l'Algérie à cette campagne africaine. Ainsi, c'est Ahmed Kachi qui pourrait bien profiter de cette défection, quand qualifiée d'imminente. En nette progression avec le FC Metz, Kachi préféré à Guedioura dans ce poste de milieu récupérateur. D'autre part, retenu comme réserviste, Yassine Bentaïba Kadamourou sera finalement du voyage en Guinée équatoriale. L'actuel défenseur polyvalent de Sassouna a reçu l'appel du coach Christian Gourcuff pour remplacer le défenseur central du Trabzonspor, Belkalem. Forfait pour la CAN en raison de blessures, l'ex-Kabyle devrait se présenter toutefois mené de son dossier médical pour confirmer son indisponibilité. Par ailleurs, grâce à ses prestations de tout premier ordre sorties avec sa nouvelle équipe, Karl Medjani a été désigné meilleur joueur de la phase allée au Trabzonspor. Dans un suffrage lancé par un site de supporters du club, Medjani a devancé ses camarades assez nettement. Il va sans dire que la performance de l'ancien joueur de l'AS Monaco contre le Galatasaray, où il avait inscrit un doublé, aura été pour beaucoup dans cette distinction. Parmi tous les attaquants convoqués par Christian Gourcuff pour cette CAN 2015, Hilal Al-Arbi Soudani aura été le meilleur buteur des Verts évoluant à l'étranger. En effet, cette année 2014 aura été prolifique en but pour l'actuel buteur du Dynamo Zagreb. Avec 23 buts, Soudani devance Bardad Bounjah, Islam Slimani et Yassine Brahimi. Le site internet Foot Africa a désigné 3 joueurs algériens dans l'équipe type africaine de l'année. Il s'agit de l'attaquant du Sporting Islam Slimani, du milieu de terrain de Valence Sofiane Fogoli, ainsi que du dernier ballon d'or algérien et meneur de jeu du FC Porto, Yassine Brahimi. En Angleterre, Adlène Guedioura revit avec Watford. Pour sa première titularisation, l'Algérien avait brillé en signant un joli but. En milieu de semaine, l'ancien joueur de Crystal Palace a signé son premier doublé en Angleterre. Buteur décisif, Guedioura a récidivé en inscrivant 2 belles réalisations face à Cardiff. Buteur contre Hull City, Yad Mahrez a permis à Leicester de rêver encore du maintien en Première Ligue. L'Algérien, retenu par la sélection nationale pour prendre part à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, suscite déjà le regret de son entraîneur. Ce sera donc tout pour cette semaine. Rendez-vous est pris la semaine prochaine. Moumen, le stage de l'équipe nationale débutera demain, officiellement demain, donc avec l'arrivée attendue de 11 joueurs. Les choses sérieuses vont commencer pour la CAN. C'est clair, c'est demain que l'entraîneur entamera son programme de préparation d'avant la Coupe d'Afrique. Il aurait souhaité peut-être avoir plus de joueurs, surtout les titulaires qu'il a déjà en tête pour la Coupe d'Afrique. Malheureusement, ça ne sera pas le cas. Les clubs tiennent à leurs joueurs. Ils ont jusqu'au 5... Ils s'appuient sur le règlement de la FIFA. Mais c'est normal, il fallait utiliser cette loi qui autorise les joueurs à rallier avant une compétition internationale 12 jours avant le début de la compétition. Donc ça ne sera pas avant le 5. Donc maintenant, si on ne peut pas parler de perturbation, étant donné que le coach savait tout à fait que ces joueurs-là n'allaient pas rallier le camp de base de l'équipe nationale à Alger, à Sidi Moussa, avant le 5. Donc maintenant, à partir du 5, que les choses sérieuses vont véritablement commencer. Nabil, justement, quand on a 2 joueurs qui peut-être ne sont pas vraiment certains de disputer la CAN. On a Belkalem qui est quasiment forfait pour cette CAN. Il y a Kadamourou qui a été rappelé en renfort. Et il y a aussi le cas Mehdi Abid qui est toujours incertain, même s'il a repris l'entraînement cette semaine, mais qui n'est pas sûr de tenir sa place. Est-ce que c'est un problème pour un entraîneur de gérer ces cas de blessure? Bon, je pense sincèrement sur la qualité que cette équipe va proposer à la CAN, ce n'est pas un problème du tout parce que ces 3 joueurs n'ont jamais joué 2 matchs consécutifs titulaires. Donc c'est pas un problème. N'a jamais joué avec l'équipe nationale jusqu'à là. Donc ce n'est pas un problème réel pour l'entraîneur. Maintenant, ça peut être un problème si cette équipe, Inch'Allah, va loin. Ça peut être un problème pour gérer le banc de touche et on aurait pu avoir besoin d'un Belkalem par exemple.
Donc ça peut poser problème pour Surtout qu'en défense, il n'y a pas vraiment beaucoup de doublures. Il y a des doublures sur les couloirs, les postes sont doublés, mais dans l'axe central, on a 3 défenseurs centraux avec Bouguera derrière qui peut combler éventuellement. Peut-être Bouguera n'est pas vraiment au top de sa forme actuellement, donc ça peut, pour une compétition comme la CAN, mais c'est quand même un joueur qui a un vécu, qui a une certaine expérience, et c'est une valeur. Voilà, je pense que sur des matchs, il peut par son expérience et par l'amour qu'il a envers cette équipe nationale apporter un plus. Mais moi, je pense que le coach Gourcuff ne compte pas énormément sur lui. D'ailleurs, il l'a bien dit. Il a dit que Bouguera n'a pas saisi sa chance, sachant que c'est un joueur de qualité, mais qui n'est pas encore au top pour être titulaire, mais qui reste quand même une bonne doublure et aussi très important dans le vestiaire des Verts quand on connaît le caractère du joueur et le vécu. Et bien sûr, cette complicité qu'il a avec tout le monde dans sélection. Justement, pour parler de Abid, peut-être qu'il ne pourra pas être, disons, totalement prêt pour la CAN, mais on voit que le sélectionneur national a choisi de faire appel à Kachi, Ahmed Qassi, pour être plus précis, alors qu'il y a un joueur comme Adlan Guedioura qui cumule de l'expérience, qui connaît le groupe depuis plusieurs années maintenant et qui est encore mis à l'écart après une Coupe du Monde. Et qui revient très fort. Qui revient fort. Est-ce que justement, ça aurait été peut-être bénéfique pour Gourcuff justement de faire appel à Guedioura qui connaît mieux la maison je pense qu'il s'est plus appuyé sur des conditions physiques sur ces 2 joueurs. Ils ont quand même un tempérament différent sur le point de vue physique. Après, c'est le choix du sélectionneur. Je pense qu'il est plus habilité à faire son choix là-dessus parce qu'il suit les deux matchs, les 2 joueurs. C'est vrai que Guedioura, il a engrangé une certaine expérience, il connaît le groupe. Il aurait pu être utile à cette équipe. Maintenant, le sélectionneur en a décidé autrement. Depuis qu'il est arrivé, Gourcuff, il faut signaler qu'il l'a rarement utilisé si ce n'est pas vraiment donc c'est pas un joueur sur qui il compte beaucoup. On sait, non, c'est clair, l'entraîneur national n'a jamais été vraiment convaincu du joueur, sinon il l'aurait pris. Techniquement, on dit que parce qu'il garde son expérience et des tournois qu'il a joué avec l'équipe nationale en 2010 et en 2013, en Coupe d'Afrique et en Coupe du Monde, il aurait pu être là. Et aussi, il revient très fort. Mais le problème, c'est que peut-être il ne cadre pas avec son système de jeu aussi. Parce qu'il y a des joueurs qui ne sont pas... Mehdi Mostafa. Mehdi Mostafa, d'ailleurs, il a fait une excellente fin de phase aller à Lorient. Il y a d'autres joueurs qui n'ont pas été retenus pour des considérations purement technico-tactiques, coach. Moi, je voudrais parler justement avec Melik Asla qui a eu vous avez rencontré, vous avez travaillé avec Christian Gourcuff lors du dernier stage de l'équipe nationale à Prime. Déjà, comment s'est passé le courant avec lui? J'ai pas parlé beaucoup avec lui. J'ai parlé beaucoup avec mon entraîneur des gardiens, Bouli, Mikaël et Belhadji. Je pense qu'il communique trop, il est calme, il laisse les joueurs s'exprimer à l'aise. Justement, comment expliquez-vous le fait qu'on ne trouve pas, mis à part les 2 gardiens de but qui évoluent en championnat national, qu'on ne trouve aucun joueur local dans sa liste des 23? Je ne peux pas vous dire pourquoi, parce que chacun sa vision, je pense. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire qu'il n'y a pas vraiment de joueurs qui peuvent, en Algérie, qui peuvent vraiment prétendre Attends, il y a le potentiel. Lorsqu'on voit Djabou, Belkalem, Soudani, Slimani, Boundjah, il y a de la qualité. Mais il faut la faire travailler, il faut lui donner la confiance. Peut-être qu'il n'a pas assez de temps. Assez de temps, en plus les exigences peut-être, parce que je pense lorsqu'on parle des joueurs, le choix, lorsqu'on parle le joueur, c'est pas Bouguera, Guedioura. Il a une vision tactique, technique, des caractéristiques par rapport aux autres joueurs. Il faut dire les choses clairement, on dit que Christian Gourcuff a été, disons, peut-être déçu ou bien choqué par le niveau tactique des joueurs du championnat national lors des stages. Je vais vous parler, j'ai pas de la langue des bois, je vais vous parler directement. Les joueurs algériens, en général, on est faible tactiquement parce qu'on est mal formé, on n'a pas la formation des joueurs européens. Tactiquement parlant, on est fort. On peut être... techniquement, vous parlez. Bien sûr, techniquement, mais tactiquement, on est loin. Parce que le foot, c'est une étude. Après, tu vas exercer les études sur le terrain. C'est tout. À un moment donné, on vous a cité pour rejoindre la sélection finale, la sélection A avec Christian Gourcuff. On dit que
Gourcuff a été séduit par vos prestations dans ce regroupement, mais finalement, votre nom n'a pas été retenu. Est-ce que vous êtes déçu, surpris? Déçu, non, parce que j'avais pas l'occasion. À chaque fois, Halil tu m'as convoqué, j'ai pas été par rapport au défaut de visa, les trucs, là, les machins. Après cette année, il m'a convoqué, c'est un bonheur pour moi. J'ai pu m'exprimer devant le staff. Voilà. Maintenant, s'il a été séduit, moi je ne sais pas. S'il a été séduit, en plus l'entraîneur des gardiens, le staff technique, s'il a été séduit, c'est tant mieux pour moi. J'espère que je serai à l'avenir. Inch'Allah, vous pensez réellement que actuellement Zemamouche et Doha, qui revient fort, sont plus forts que vous? Comment? Actuellement, est-ce qu'ils sont plus forts que vous? Je peux pas dire. Chacun une équipe. En plus, le CRB, l'USMA, la JSK, c'est pas les mêmes conditions, c'est pas les mêmes buts. En plus, je dirais que moi j'ai la confiance. Mais vous répondez pas à ma question. Est-ce que actuellement, vous pensez réellement que le sélectionneur national a bien fait de choisir ces deux gardiens qui sont en sélection depuis plusieurs années maintenant? Même moi, je vais pas me laisser faire. Je vais me donner à fond pour être, et j'ai la confiance. Je peux pas vous dire qu'il est mieux que moi. En tout cas, j'ai la confiance. Je joue à l'aise, je suis tranquille, je travaille, je me sens bien, je me sens en forme, et Inch'Allah, je vais être en équipe nationale. Le gardien, on n'a pas parlé, c'est Khdaïria. Il a réussi une grande saison. La Coupe d'Afrique, c'est grâce à lui aussi. Il a été victime parce qu'il a gagné la Champions League. Il a joué la Coupe du Monde. Khdaïria aussi méritait de. Non, si on va parler de l'effectif de l'entente de Sétif, moi, très sincèrement, il y a 2 ou 3 joueurs, Akram Jahnir, Ben Amiri et Demou dans l'axe, je pense qu'ils auraient pu peut-être rapporter. Non, je pense qu'ils auraient pu être là dans la liste des réservistes, il faut le dire. La Ligue des Champions oui, voilà, mais non, mais ils ne seraient pas aussi fatigués que les joueurs qui ont accumulé 17-18 matchs. Non, c'est des bons joueurs. En plus, même Khdaïria. Je pense sincèrement à Moumen que le sélectionneur, pour être dans sa tête, il a pensé à ces joueurs. Pour ne pas les citer. Et je pense que l'accumulation des matchs a fait qu'après, il s'est rétracté. C'est un autre plan après la Coupe d'Afrique. Mais Nabil, ils peuvent bien profiter d'une petite période de repos. On sait aussi qu'après ces matchs, qu'après la CAN, justement, il y aura du temps pour le sélectionneur. Il y aura un tournoi auquel l'Algérie va prendre part au Qatar. Et après, au mois de juin, il peut organiser peut-être un stage aussi. Il aura le temps pour. Bien sûr. Voilà, messieurs. Il va faire une revue. Voilà, on aura le temps de parler de la CAN qui arrive. Kachi qui arrive du FC Metz. Kachi, on a un portrait sur lui tout à l'heure. On va en parler en long et en large, justement. On passe maintenant, on revient au championnat et avec la 15e journée du championnat qui s'est disputée mardi dernier avec notre ami Saïd Jouli. Ou plutôt un club en haut de l'affiche, le Mob Béjaïa, une équipe qui a fait preuve de plus d'audace et de régularité que la plupart des clubs, dit gros bras du championnat. Pour sa 2e saison parmi l'élite, le club de Imagouraya ne veut pas se contenter du rôle qu'on attribue d'ordinaire aux apprentis de son genre, c'est-à-dire une place dans le ventre mou du classement au mieux, un candidat pour la relégation au pire. Avec 27 points à son actif, le Mob s'assoit sur la première place du classement, à la faveur de sa victoire face à l'USMBA 1-0 et par ricochet sur tous les gros clubs du championnat. Le champion en titre l'USMA en premier, qui termine donc la phase aller à la 2e place, à 2 points derrière. Une prouesse que nous pouvons que saluer, au Mob de confirmer. Avec sa fougue et sa modestie, on a toutes les raisons de croire qu'il continuera sur cette lancée jusqu'à la fin. C'est tout le mal qu'on lui souhaite pour la nouvelle année. C'est une récompense, la février on a souffert durant la préparation, on a fait 3 stages durant un mois. On a un groupe libre, on a des خدمين يبغى ننجحوا. الحمد لله الله ضرب المغلطين. mais مازال الخدمة زاز انك قلنا بليجيرا ستافير ان شاء الله on va travailler durant l'automne. ان شاء الله on est plus fort que l'autre. En bas du classement, le Mouloudia d'Alger n'en finit pas de broyer du noir.
Le vieux club algérois qu'on présentait cet été comme un candidat en puissance pour les titres de champion d'Algérie boucle la phase aller à la dernière place après sa défaite face au RCA à domicile mardi, 2-0. Principal symptôme d'une crise profonde, cette série de 11 matchs sans la moindre victoire. Le parcours parfait d'un potentiel relégué. Avec 11 points seulement de récoltés en 15 journées, le Mouloudia va devoir réussir un parcours de champion lors de la phase retour s'il veut sauver sa tête du purgatoire. Avec l'état d'esprit actuel, rien n'est moins sûr. Bien sûr, on savait que c'était un match couperé avant le début du match, parce que voilà, ils sont en position assez difficile. Nous aussi, on avait 17 points, donc on voulait terminer la saison sur une bonne note. C'est ce qu'on a fait aujourd'hui, donc alhamdoulilah. Dans les autres matchs, l'USAMH, candidat pour le titre de champion d'automne, a concédé du terrain après sa défaite face au CRB, au stade du 20 août. Le club banlieusard, qui a fait preuve d'une régularité surprenante et non moins admirable lors de la phase aller, pointe à la 3e place, à 2 points seulement du leader, et ex-aequo avec l'USM Alger, qui prend néanmoins la 2e place à la faveur de son nul face à la SE Schlef, grâce à son goal average plus favorable. On jouait avec 2 mecs devant, parce qu'on chargeait un peu le milieu de terrain. Si on n'avait pas chargé notre milieu pour aller bouffer certaines équipes, qu'on a asphyxié au milieu, et si on avait été trop offensif, on n'aurait pas autant de points. Donc il fallait assurer les bases, et après quand on a assuré les bases de récupération et du bloc équipe, après on peut commencer à s'intéresser à être plus efficace devant. L'entente de Sétif, qui postule aussi pour la première place, a vu son match face au MCO, à Sétif déprogrammé au 16 janvier prochain, en raison des conditions météorologiques dantesques. Avec les fortes chutes de neige, le match est reprogrammé pour le 16 janvier prochain. On ne terminera pas sans ce JSK-CSC qui a vu les Canaries terminer la phase aller sur un succès. Et Hadjadin et Karrar ont dessiné les grandes lignes de cette victoire que Azdin Doukha a achevée. Le gardien de but de la GSK a été décisif à maintes fois, notamment en arrêtant un pénalty de Bouloum Daïs dans les arrêts de jeu. Avec 21 points, les Canaries grignotent plusieurs places et viennent s'installer à la 7e place qu'ils partagent avec l'Azmour. On a monopolisé le ballon, mais on a quand même des occasions nettes. الكره كان ما تمشيش لقدام كيما مولفين نمشيوها. لو كان واحد اون اوتر ايكيب نيمبورت كيل ايكيب d'Algérie اي هبطت avec ce qu'ils nous ont fait la fédération la suspension عيب ولا لا عيب pour le football algérien. Il y en a marre. Un bureau fédéral qui prend pas de décision. مازال jusqu'à suspendu, مازال jusqu'à suspendu. علاش؟ Pourquoi? واش درنا؟ Qu'est-ce qu'on a fait? Alhamdoulilah, on a fait de bons résultats puisque on a gagné l'Ulma et on a gagné aujourd'hui. C'est une bonne équipe avec nos jeunes. بصح l'entraîneur on a le temps. انا حتى لحقت لوبيتال l'affaire تاع يبوسي l'affaire تاع la sanction de la JSK l'affaire تاع Massar, un peu de respect. Un peu de respect pour la GSK, on va en parler justement, du respect pour la GSK et même pour les autres clubs. On ne peut pas parler du championnat cette saison sans évoquer le Mob Béjar qui réellement, on en a parlé tout à l'heure, mais qui réellement réalise une phase allée très, disons, on ne l'attendait pas à ce niveau-là. Elle termine à la première place. Il y a l'USM Alger qu'on retrouve tout naturellement et l'USM Al-Harrach aussi avec Yaïch qui reste parmi les hauteurs du classement. On habite justement, est-ce que c'est une phase allée que vous trouvez assez normale ou bien, mis à part le Mouloudia d'Alger qu'on retrouve en bas de classement, mais... Ce qui est frappant et constructif dans ce que je vais dire, c'est que sur les 4 équipes, vous avez la stabilité du staff Exactement. technique. Donc vous avez les entraîneurs qui étaient en place la saison dernière, qui aujourd'hui, bon, à part Laïch qui est là depuis le début de saison, vous avez quand même une certaine stabilité. Et aujourd'hui, la stabilité récolte les résultats. Aujourd'hui, on peut dire que finalement, quand on garde le même entraîneur, on réussit aussi. Mais regardez, les résultats parlent d'eux-mêmes. C'est les statistiques, c'est le classement qui est là, qui parle de lui-même. Mais je pense que le Mob de Béjaïa aussi, on ne veut pas diminuer de son mérite. Ils ont gardé le même effectif aussi.
Mais ils ont profité un petit peu de la mauvaise passe, de l'absence de longtemps. Mais c'est aussi une équipe qui a soif. On voit lors de les matchs qu'ont joué les mobistes. C'est logique. Voilà. C'est un nouveau promu qui a accédé, qui ne veut pas. C'est sa deuxième saison. C'est sa deuxième saison. C'est un club extrêmement populaire. Pour être de la région, c'est le club de la région. Exactement. Le MOB, c'est un club extrêmement populaire. Au même titre que le Mouloudia d'Alger. Il y a les supporters, les crabes, qu'on salue justement au passage. Voilà. Ils sont très fervents et derrière leur équipe. Béjaïa a joué pratiquement tous ses matchs avec son public. Il n'y a pas eu le huis clos. C'est important quand on connaît l'importance des crabes. J'allais aborder dans ce sens. C'est un club qui a été sauvé aussi l'année passée. L'unité maghrébine avec un stade archicomble. Il faut. L'année dernière, Amarani a été très clair. Il a dit qu'on a un public en or. On doit s'appuyer sur ça pour inculquer aux joueurs. Le fair play des supporters a contribué à ce que le MOB se retrouve à cette position. Et on souligne justement le fair play des supporters en ce temps de violence dans les stades. Vraiment carton plein pour et les joueurs et l'entraîneur et aussi aux supporters. C'est vraiment un modèle que pas mal de clubs doivent suivre. On les a vus applaudir leur équipe hier quand ça allait très mal pour leur équipe. Ils n'ont jamais quitté les gradins, même lorsque ça allait vraiment vers la descente. C'est une équipe, c'est une galerie plutôt qui est vraiment un exemple pour toutes les autres galeries. Il faut vraiment être derrière son équipe. Les crabes l'ont prouvé, ils propulsent leur équipe, et ils donnent cette envie de gagner aux joueurs et ils transmettent ça à travers leur solidarité avec leur équipe. Et même Abdelkader Amrani l'a bien déclaré en étant un entraîneur très modeste. Il a dit qu'on s'appuie beaucoup sur l'apport de notre public et on essaye d'en profiter au maximum. Et ce qui est vraiment important, c'est qu'aucune déclaration des dirigeants n'a parlé de titre. Donc il n'y a aucune pression. Il faut préserver le groupe. Voilà. Ça, c'est très important. Quand il y a le public, la preuve que l'hostilité, les menaces et les insultes ne fonctionnent pas, comme dans certains clubs. Et le huis clos ne fonctionne pas aussi. Donc, quand il y a des supporters fidèles à leur équipe, ils ne sont pas violents et tout, ça apporte. Il faut juste ouvrir la parenthèse du match de l'USMA. Où ils ont perdu au stade de l'unité maghrébine. Il y a eu des dépassements. C'était vraiment pour moi le seul point noir pour cette équipe. Ça aide. Justement, on parle aussi de la GS Kabylie. Après sa victoire justement hier face au CS Constantine, elle a fait un bond de 6 places quand même au classement. Elle finit cette phase aller à la 6e place. Et quand on sait par quoi est passé ce club mythique, donc ça reste un exploit. Ils jouent à huis clos tous ces matchs. En plus, après délocaliser au stade du 20 août après, c'est pas facile du tout. Ils sont au milieu de tableau et ils guettent la moindre opportunité. Et Malik est là. Asla est là. Nabil, excuse-moi. Asla est là. Il connaît l'importance des supporters de la GSK quand même. Surtout à Tizi Ouzou. C'est important en plus. C'est difficile lorsqu'on joue à l'extérieur en plus privé de leurs supporters parce que la GSK les supporters l'année passée elle a compté énormément sur le retour de ses supporters. Bien sûr, ça a été le 12e mois, mais en plus on les a utilisés comme un atout, c'est pas comme un inconvénient. Voilà, on sait aussi que vous êtes admiré par les supporters de la GSK qui vous respectent malgré votre départ du club cette saison. Alhamdoulilah, jusqu'à maintenant, il y a des supporters qui m'appellent, qui me demandent de revenir. Alhamdoulilah, j'ai laissé ma place propre. C'est tout. Est-ce que vous êtes étonné par le parcours de la GSK cette saison? Elle débute fort, après il y a eu le drame Ebossé. Étonné, non, parce que lorsqu'on voit les circonstances où la GSK elle joue, elle continue à jouer, c'est pas étonnant. Peut-être s'il y avait les supporters, ils font ce parcours, peut-être on va dire que c'est pas normal. Parce qu'ils ont de bons joueurs de qualité, ils peuvent facilement accéder au podium. Le CR Belouizdad, j'ai le classement devant moi, occupe la 11e place, même si le classement ne reflète pas vraiment actuellement la position de chacune des équipes, parce qu'on retrouve pas mal de clubs, 5 clubs avec le même nombre de points, 20 points. Donc, est-ce que déjà vous êtes satisfait de cette première partie de saison? Avant de jouer le match de l'USMH, le coach nous a dit qu'il faut arriver à 20 points pour aller se ressourcer et préparer convenablement la phase retour. J'espère à 20 points, on est tranquille un petit peu, malgré que ça colle entre nous. Lorsqu'on voit le classement, on n'est pas distancié par le premier, même le dernier, il peut revenir. Vous êtes à 2 points de la 5e place. Bien sûr, mais on a les 20 points, parce que c'est à 37 points, 38 points, c'est le maintien. Et nous, on cherche à être à l'aise.
Les 3 relégables sont le Nahd de Hussein D, AS Ochlef et Mouloudia d'Alger. On a parlé du Mouloudia, on ne va pas en parler. Est-ce que, quand on termine la phase aller relégable, est-ce qu'on a, disons, mis un pied en Ligue 2 selon vous? Non, pas du tout, parce qu'il y a certains facteurs qui font que le football est extraordinaire, parce qu'il y a le mercato hivernal. Même si on pense qu'il n'y a pas des joueurs extraordinaires, il y a quand même la piste africaine qui permettrait de ramener 2 ou 3 Africains qui remettraient l'équipe en marche. Et ça, c'est le premier facteur. La préparation mentale et la préparation du stage d'intersaison est très important aussi. Et pour redéfinir aussi certains points que les dirigeants et les entraîneurs ont, les erreurs qu'ils ont pu commettre à la phase aller et corriger ces erreurs ensemble. Et les écarts sont un petit peu serrés. Voilà, bien sûr, et on voit bien au classement que ce n'est pas énorme l'écart. Voilà. Surprise, c'est l'Alma qui se retrouve à une place de relégable alors qu'ils ont terminé en fanfare la saison passée. Et le début de saison était parfait avec l'entraîneur. Lorsqu'on parle de l'excellent parcours de la GSK qui a bien sûr, indépendamment de tout ce qu'ils ont vécu, à 20e point, ils ne sont pas aussi à l'abri. Parce que quand vous voyez le premier relégable, il est avec 16 points. À 5 points, tu es relégable. À 6 points, tu joues le titre. C'est une situation très compliquée. C'est pour ça que j'ai dit que le niveau cette année, il n'y a pas vraiment une équipe qui se détache. Voilà. Un dernier mot sur l'Asmo, un promu qui réalise une bonne phase aller aussi. Elle occupe la 7e place avec 21 points. Cette équipe a réussi à battre quand même à l'extérieur l'USM Alger et la GS Kabylie. Bon, c'était que ces 2 clubs. Donc est-ce que vous êtes justement, est-ce qu'on s'attendait peut-être pas à voir l'Asmo à cette place? C'est une satisfaction d'être à ce niveau. Déjà, c'est un club qui est formateur, qui mérite tous les éloges. Très bien, Nabil. Bien sûr que je connais très bien pour y avoir travaillé à trois reprises. C'est une équipe de jeunes avec une philosophie de travail. Philosophie de jeu très appréciable aussi. C'est vraiment des petites catégories jusqu'en senior. On leur apprend à jouer au football. C'est une équipe très technique et ça me fait vraiment plaisir de voir l'Asmo vers le haut du tableau et je leur souhaite vraiment de terminer en force ce championnat. Et je souhaiterais aussi que le NED remonte parce que c'est des clubs qui sont formateurs et il faut vraiment voir ces clubs en haut de l'affiche pour encourager les présidents à faire de la formation. Sochlef aussi, Saïd, avant-dernier du classement, c'est surprenant pour cette équipe qui avait l'habitude. Ça fait 2 ans qu'ils sont. Voilà, ils payent un petit peu le manque de. Voilà. Exactement. On va passer, messieurs, maintenant au football international avec la page justement que nous a concocté notre ami aussi Adel Cheraki qui parle des championnats européens. C'est par les matchs amicaux disputés avant-hier que nous débuterons notre rubrique internationale. Le Milan AC a battu le Real Madrid sur le score de 4-2 à Dubaï. Avec une équipe largement remaniée au coup d'envoi, les Merengues ont encaissé 4 buts de Menez à la 23e minute, Esharawi par 2 fois à la 31e et 49e et Panzini à la 73e. Ils ont réduit le score grâce à Ronaldo à la 35e minute, puis Benzema sur penalty à la 84e. A noter que les 2 entraîneurs ont changé quasi la totalité de l'équipe à la mi-temps. À Marrakech, le PSG s'est imposé face à l'Inter Milan sur le score d'1-0. Un but qui a été signé Yohan Cabaye à l'heure de jeu. Parlons à présent des transferts. Pendant qu'Eden Hazard fait les beaux jours de Chelsea, son frère Thorgan s'éclate sous les couleurs du Borussia Mönchengladbach, où il a été prêté par les Blues. Le milieu offensif belge de 21 ans pourrait bien ne pas revenir à Londres. Selon Bild, les dirigeants du club allemand sont proches d'un accord avec Chelsea pour un transfert espéré à 8 millions d'euros. On ne devra donc pas voir les 2 frangins évoluer ensemble sur la pelouse de Stamford Bridge. Alors qu'un intérêt de Manchester City pour Mario Mandzukic a été évoqué la semaine passée en Angleterre, les Sky Blues ont certainement compris que l'Atlético Madrid n'allait pas lâcher un joueur important recruté l'été dernier. Du coup, l'actuel 2e du championnat anglais a l'intention de passer à l'action pour Wilfried Bony. Selon The Times, les Citizens préparent une offre de 26 millions d'euros pour convaincre Swansea de lâcher l'international ivoirien. En Espagne, plus précisément à Barcelone, Javier Mascherano a évoqué sa fin de carrière. L'Argentin a confié dans un entretien accordé à Fox Sports son envie de terminer sa carrière au sein de l'effectif de son club formateur. J'aimerais finir là où j'ai commencé, à River Plate, mais j'ai un contrat avec Barcelone jusqu'en 2018. Ensuite, il faudra savoir si je serai en mesure de jouer
un bon niveau, a-t-il notamment déclaré. Pour sa part, Gareth Bale a mis fin aux rumeurs l'envoyant à Manchester United. Le plus gros transfert du siècle s'est dit heureux à Madrid où il souhaite remporter d'autres titres. Plus tôt dans la semaine, la presse anglaise l'annonçait du côté d'Old Trafford pour une somme record de 150 millions d'euros. En France, Esquerra Lavidzi, quant à lui, a animé la gazette des transferts tout au long de la période des fêtes, avant d'y mettre fin avec un aveu de vouloir rester encore à Paris. D'autant que dans la foulée, l'Inter Milan a démenti fermement tout intérêt pour El Pocho. Une chaude d'explication avec Laurent Blanc pour son retard à la reprise devra avoir lieu incessamment. Malik Asla, justement, on a parlé du football étranger, européen. Si je vous dis Barcelone ou Real Madrid, vous êtes plus catalan ou... Bon, je suis kabyle, je peux dire que je suis catalan, mais je sors un petit peu de l'habitude. Je suis Madrid parce que les Algériens, n'importe quelle équipe remporte la Ligue des Champions, ils supportent l'équipe gagnante. Mais le Real, vous n'allez pas me dire que vous... Ça a été Manchester, après ça a été le Milan, après ça a été l'Inter, après Dortmund, après le Bayern. L'année passée... On suit la vague. C'est pas être supporter. Voilà, j'ai vu un gars, il portait le maillot de Bayern. J'ai jamais vu un Algérien porter le maillot. Alors moi, je suis Madrid. Non, Bayern, on fait un clin d'œil à notre rédacteur en chef, Ali Hamou, justement, qui est un fervent supporter du Bayern, même si... Et de la Mannschaft. Voilà, la Mannschaft, il est plus du côté de l'Allemagne. On va parler aussi, il y a le championnat anglais qui ne s'arrête pas. Vous êtes plus Manchester United. Manchester United. Mais cette saison, vous revenez en force. Ils reviennent en force. Ils reviennent en force. Hein. Oui. Ils profitent bien du Boxing Day. Ils reviennent en force. Ils étaient parmi les derniers, mais ils reviennent en force. Justement, on va faire le parallèle. Parallèle avec le Mouloudia, ils ont ramené Van Gaal en début de saison, ça ne marchait pas. Ouais. Et on lui a fait confiance. On lui a fait confiance. Et on a signé un chèque de 140 millions d'euros pour recruter aussi. Et il a ramené de gros joueurs devant. Donc, si on peut revenir, si on peut faire le parallèle, c'est par rapport à l'entraîneur d'Everton qui est atterri. Moïse, par exemple. Il jouait à Everton au second rôle. Voilà. Il vient à Manchester, il devait gagner le championnat. Est-ce qu'on peut faire le parallèle avec ça? Oui, on peut faire le parallèle. Et là, à Manchester, c'est autre chose. Donc, on peut comparer l'incomparable, s'il vous plaît, parce que Exactement. Sauf pour vous interrompre, moi, vous n'avez pas la même enveloppe que Van Gaal. Et c'est pas facile de succéder à Sir Alex Ferguson. Et pas les mêmes recruteurs. Exactement. On va clôturer justement la page internationale et on passe au portrait de la semaine. Cette semaine, on fait justement ce portrait. Il est consacré à Ahmed Kachi qui pourrait justement jouer la CAN avec l'Algérie durant ce mois de janvier. J'avais posé la question tout à l'heure à Nabil Mjahed sur l'utilité de faire appel à Ahmed Kachi et non pas à Adleng Duala. Vous qui le connaissez aussi bien, vous l'avez suivi cette saison. Est-ce que réellement il peut apporter à la sélection Ahmed Kachi? Mais bien sûr, le profil du jeu répond bien aux idées, à la philosophie de jeu du coach Christian Gourcuff qu'il avait coaché depuis quelques semaines déjà. L'année passée, on savait que même Nordin Korichi qui était chargé de la prospection, il était impressionné par le nombre de matchs joués en Ligue 2 avec Metz et c'est-à-dire de son importance dans cette équipe du FC Metz. Et là, il arrive en pleine maturité, il joue 13 matchs en Ligue 1, marque un but, il enchaîne régulier malgré une petite blessure qui l'avait empêché de commencer la saison comme titulaire. Mais là, il retrouve une place de titulaire et personne qui connaît mieux la Ligue 1 mieux que Gourcuff pour connaître que c'est très difficile de revenir de blessure et gagner sa place en Ligue 1. Donc là, c'est un joueur quand même qui est très solide, la particularité d'être très solide, qui arrive de loin, comme ça, il peut être très efficace dans le carré des 18. C'est aussi un joueur qui alterne la récupération et il peut être aussi utile comme relieur. Et voilà, c'est quelqu'un qui peut vraiment mettre en difficulté les autres joueurs. Il faut souligner à nos téléspectateurs que Ahmed Kachi, justement, il avait fait un bon début de saison avec le FC Metz, mais après il y a eu un déclin, aussi bien que de la part de son club, qui reste sur 6 journées sans gagner. Et on dit aussi que peut-être il n'a pas cette régularité. Est-ce que
Est-ce que vous le connaissez déjà, Nabil? Est-ce que vous pensez... Oui, je le connais plus ou moins. Enfin, je regarde le championnat de France comme nous tous. Maintenant, c'est un joueur, comme il a dit Moumen, il joue quand même. Il joue régulièrement. La saison il a 13 matchs dans les jambes. Ce n'est pas rien. Sur 17 matchs, c'est pas mal. Donc, il est titulaire indiscutable. Voilà. Donc, je pense que Gourcuff, il s'est surtout penché sur le fait qu'il joue régulièrement. Dans un championnat très compliqué, après une blessure, il est revenu. Donc, son choix, il a peut-être été là-dessus. Tactiquement, en France, c'est très difficile de s'imposer. Je pense que c'est le championnat avec le championnat italien, c'est vraiment le championnat où on travaille le plus tactiquement. Voilà. Justement, est-ce que selon vous, prendre un joueur qui évolue en France, justement, et laisser de côté un joueur qui évolue en Angleterre? C'est pas évident. Bon, l'entraîneur, il sait ce qu'il fait. Il a des choix, il a une tactique. Le problème, c'est pas d'avoir un joueur en Angleterre ou en France. Il y a le paramètre de jouer en Afrique. Là, il faut avoir des joueurs qui ont l'habitude de jouer sur une pelouse qui n'est pas une pelouse à l'anglaise, avec un climat qui n'est pas un climat européen, et avec des joueurs en face, avec des stades qui... Kachi n'a pas connu l'Afrique jusque-là. Justement, c'est ça le paramètre. Le contexte de jeu est vraiment différent. Donc, c'est quelqu'un qui va au charbon. Il faut des joueurs qui... Justement, il faut des joueurs... Kachi, il en a montré. C'est un joueur qui va au charbon. Si vous allez être d'accord avec moi, je me rappelle que Kachi était venu à Sétif à un moment donné pour signer à Sétif. Oui, c'est vrai. Il était venu pour signer, mais après, ça n'a pas marché. Et tant mieux pour lui, il est FC Metz, il est international. Rien ne dit. Voilà, c'est le destin. Rien ne dit que s'il était passé par l'Entente Sétif, il n'aurait pas eu la même ligne de carrière. Mais pourquoi il n'avait pas signé Bon, on parlait d'un petit problème financier. Ou bien le joueur ne s'est pas habitué à la ville. C'est ce qu'on a entendu comme information. D'accord. On passe à une autre rubrique, messieurs. Arrêt sur image et on revient. Donc, messieurs, l'image nous vient du complexe de Hassim Saoud. C'était lors du week-end dernier en Coupe d'Algérie, les 16e finales de la Coupe d'Algérie, entre un match de l'Athletic Hassim Saoud et RC Larba. Donc, on voit... que c'est en Ukraine ici. En Ukraine. Bien sûr. Moi, en Irak, plutôt. C'est décevant. De voir un tel incendie. Moi, j'ai vu cette photo a été énormément partagée sur Twitter et sur les réseaux sociaux par aussi des journalistes étrangers qui disent que l'Algérie qui se présente pour abriter la CAN 2017, et on voit ce genre de phénomène, c'est quand même inquiétant. Il faut des sociologues pour régler ce fléau parce que c'est trop profond. Mais un club comme Hassim Saoud, est-ce qu'on comprend C'est pour ça que je vous dis ça. C'est pas un club, voilà, il n'y a pas... Mais je pense sincèrement, c'est plus un cri d'alerte de la part de la communauté de cette ville que le club vraiment qui s'est manifesté par ses agissements. Oui, il jouait quand même, un club de Ligue 1, c'est voilà, donc c'était un bonus. Voilà, ce n'est que de... Voilà. Après, c'est malheureux de voir ces images-là à chaque fois. On en a un petit peu le mal. Mais ça reste une image assez impressionnante quand même. Mais bien sûr. Hassim Saoud rime avec pétrole. Donc voilà, ça a donné... Ça dépayse pas. Ça a donné un petit fond de pétrole, comme disait sur les réseaux sociaux. Mais non, mais Saïd a abordé un truc très, très important, c'est qu'on est à l'heure de déposer on a déposé le dossier pour abriter la CAN 2017. Il faut vraiment une meilleure prise de conscience dans tous nos stades, parce que là, je vous assure que tout le monde est en train de suivre et regarde au moindre détail. On va dire que nos concurrents ne laisseront pas passer des images comme ça. Avec la mort de feu Albert Ebossé et la violence qu'on connaît, qu'on voit tous les semaines. Et avec cette image-là, c'est quand même, ça risque un petit peu de terner encore plus l'image de l'Algérie. Mais quoique sur le plan infrastructurel et sur le plan de l'hôtellerie et tout, l'Algérie a une petite longueur d'avance par rapport aux autres. Mais attention, il faudrait vraiment donner la meilleure image d'abord de son pays. Voilà, messieurs, on passe maintenant au Dixit de la semaine. Alors, messieurs, le Dixit de la semaine nous vient de Mohamed Cherif Hnachi. Alors, qu'on arrête les attaques qui visent à casser la GSK. Si je dis des vérités, c'est le football national qui sera en péril.
On a pu... C'est pas la première fois que Hannachi fait de telles déclarations. À chaque fois, il nous dit qu'il va sortir des vérités, mais bon. C'est un ras-le-bol. Bon, Hannachi, bon. On a l'habitude avec. Est-ce qu'on est habitué, justement? Il vient de le dire, Malek, je pense que c'est un ras-le-bol. Il faut comprendre ce président qui se bat pour essayer de sauver une situation très très compliquée. Mais au-delà, parfois c'est vrai, Saïd, il faudrait quand même avoir un minimum de droits de réserve et tout, mais bon, là, il n'y a que M. Chérif Hannachi qui mais est en train de vivre. C'est quoi ces mots-là? On pourrait l'accuser de tous les mots, mais on ne peut pas lui reprocher de défendre son club. On peut pas lui il défend reprocher. bec et ongle son club. Voilà. Il est dans une situation difficile, on l'a dit. Ouais. Et malgré ça, il se retrouve au milieu de tableau et tout. Je pense lorsqu'il a parlé comme ça, parce qu'il a vu qu'il pouvait être plus mieux classé que ça. Il avait misé pour d'autres objectifs. Il avait d'autres objectifs et se retrouve. Non, parce que même je dirais que le linge ça c'est là entre nous. Même il y a des problèmes. Parce que c'est vrai que sincèrement de ne pas jouer sur son stade et sans ses supporters, c'est très handicapant pour la GSK. Lui, il attaque clairement le bureau fédéral, les membres de la fédération, Mohamed Raourawa en l'occurrence. Donc, est-ce que c'est aussi, c'est pas bon aussi peut-être de critiquer le président quand on sait qu'on. Après derrière, il faut pas oublier ce qui s'est passé. C'est très grave. Il y a mort d'homme. Donc il faut respecter le défunt. Il y a une chose très grave qui s'est dépassée. Je ne pense pas que ce soit Hannachi ou la JSK qui soit responsable. Ça aurait pu se passer dans n'importe quel autre stade parce que il y a beaucoup de violence. On a vu les images tout à l'heure. Il y a beaucoup de violence. Maintenant, je pense que la FIFA met une certaine pression aussi à ce que la sanction soit respectée parce que la CAN 2017 c'est pour l'Algérie. Ils veulent veiller vraiment au bon fonctionnement de cette CAN. Malek, justement, en parlant de Hannachi, vous l'avez côtoyé durant 4 saisons. Votre départ a été un petit peu mouvementé, même si il faut reconnaître que vous n'avez pas vraiment eu envie de lui répondre, parce qu'à un moment donné... de lui répondre, non, parce qu'il n'a rien dit. Parce que agir et réagir, c'est différent. Mais on sait que votre départ a suscité un petit peu la polémique aussi. Parce que il y a beaucoup de gens qui ne voulaient pas que je parte. En plus, on a joué la finale, on a perdu une finale. En plus, on est classé deuxième. Non. Alors, je ne vois pas pourquoi on va chambouler l'effectif. Parce que vous disiez que vous étiez prêt à remplir à la GSK. Bien sûr, j'avais des propositions chaque fin d'année parce que j'ai signé chaque fois une année. J'avais des contacts, des sommes plus importantes. Il paraît que vous étiez toujours le premier à renouveler à la GSK. Bien sûr, moi, Mash, Rial. J'étais à l'aise, même avec les supporters. Mais c'est ça, le foot. Maintenant, je suis au CRB, je suis content. Même ça, au début, ça n'a pas été facile. Mais alhamdoulilah, on va arriver à être au peloton. Inch'Allah, on vous souhaite que le meilleur, justement. Messieurs, on arrive au terme de cette émission. J'ai été ravi d'être avec vous encore une fois. Donc, Nabil Mdjahid, on vous remercie justement d'être venu. Un dernier mot à nos téléspectateurs. C'est moi qui vous remercie et je tiens à dire aux téléspectateurs que le football est un jeu, est un sport qui réunit les peuples, qui réunit les mentalités dans la joie. Et il faut que le supporter comprenne que les entraîneurs, les dirigeants, les joueurs, on essaie de procurer de la joie. Malheureusement, on ne peut pas gagner tous les matchs, ce n'est pas possible et il faut être derrière son équipe et encourager son équipe. Taraf Bouchikhi, journaliste au buteur, spécialisé dans les affaires du Mouloudia d'Alger. Je rejoins mon ami Nabil, oui, il faut être derrière son équipe, toujours derrière. Vous appelez les supporters du Mouloudia à être les supporters du Mouloudia, les supporters des autres clubs pour éviter, parce que le football, quand il joue à huis clos, il n'y a pas de spectacle. Ça tue le spectacle. Même pour les joueurs, ils le disent. Les journalistes aussi, les supporters. Les journalistes, les joueurs, ils ne peuvent pas jouer. Ce n'est pas pour relancer le débat, mais le huis clos, ce n'est pas une solution pour les joueurs, pour les médias et tout. Donc, basta, la violence dans les stades, ce n'est pas une solution. Il faut rester calme et tout, et supporter son équipe quoi qu'il arrive, parce qu'après tout, c'est du spectacle. C'est du spectacle. Malik Asla aussi, merci à vous d'être venu. C'est un honneur pour moi. Je vous remercie pour cette invitation. J'espère que ce n'est pas la dernière. Voilà, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette année 2015 aller en équipe nationale. Inch'Allah. Et beaucoup de santé. Inch'Allah. Une meilleure année pour
tous les sportifs algériens, pour l'équipe nationale qui s'apprête à jouer la CAN 2015. On espère, on est tous derrière cette équipe nationale et Inch'Allah, un succès au bout. C'est mes voeux pour la nouvelle année. Inch'Allah, nos chers téléspectateurs, je vous dis encore une fois bonne année 2015. Prenez soin de vous et encore une fois, merci d'avoir regardé, d'avoir suivi plutôt cette nouvelle émission de Weekend Food. On se donne rendez-vous à la semaine prochaine. Ne changez pas de station. Au revoir.